Dans le film documentaire Une histoire à soi, la réalisatrice Amandine Gay suit 5 enfants adoptés en quête d'identité. Tous viennent d'ailleurs et éprouvent le besoin de retrouver les pièces manquantes de leur passé. Ce sont les mêmes interrogations sur ses origines qui, depuis son enfance, poursuivent Émilie. Née au Mali, adoptée en France, elle part à la recherche de son passé. Mais tirer sur le fil de son histoire pourrait bien la détricoter. Vous écoutez Transfert, épisode 157, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. Je suis arrivée en France en 93. J'ai été adoptée à l'âge de 6 mois par une famille française. Donc j'ai des parents blancs qui s'appellent Gabriel et Marie. Et tous deux m'ont adoptée, m'ont fait venir par l'intermédiaire du Rayon de soleil de l'enfant étranger, donc une association française qui a une antenne au Mali. Et je fais donc partie des 324 enfants qui sont arrivés entre 1989 et 2001 en France, à Paris. Et donc j'arrive à Paris le 26 février 1993 dans une famille où il y a déjà 2 garçons, adoptés également du Mali, qui vont devenir mes frères. Ils s'appellent Fred et Manu et ils ont 7 et 9 ans de plus que moi. Alors la version de mon adoption dont mes parents m'ont parlé, ça ressemble un petit peu à un conte pour enfants avec la cigogne. On t'a retrouvé, tu étais devant la porte de l'orphelinat. On avait déposé le bébé là et donc tu as été recueilli par l'association et tu es resté là jusqu'à ce que une famille en fait décide de t'accueillir. Et donc c'est arrivé assez vite puisque on m'aurait recueilli à l'âge de 3 jours et à 6 mois, j'arrivais déjà à Paris. En 96, j'ai 4 ans et ma cousine voit le jour. Donc c'est ma première petite cousine. J'observe ce petit bébé qui est tout rouge. Pour moi, c'est pas normal parce que pour moi, en fait, ce sont les adultes qui sont blancs. Dans ma famille, mes grands-parents sont très clairs de peau. Je me dis que c'est l'âge. Mes parents sont blancs de peau. Mes frères sont noirs. Les enfants à l'école sont noirs, métis, beurre. Et là, je vois ce bébé qui est blanc-rouge et je dis à ma mère c'est bizarre, Marina, elle a une couleur, c'est pas normal. Et c'est vrai que dans mon esprit, en fait, les enfants, bah, sont de couleur et en vieillissant, on ne sait pas par quel mystère, ils deviennent blancs. Et de voir ma cousine qui naît blanche, ça perturbe tout mon schéma de pensée. Et je me dis que finalement, c'est elle, c'est elle qui a un souci de couleur de peau. On me parle de l'adoption quand je suis en primaire. Je demande à ma maman à l'école, les copains, ils comprennent pas pourquoi est-ce que vous êtes blanc et moi je suis marron. Parce que je dis jamais noir, je dis marron quand je suis petite. Et ma maman m'explique, alors, tu as été adoptée, c'est une association qui nous a permis, bah, de te retrouver, de t'adopter, de te faire venir en France et ça veut dire que, tu n'avais plus de papa, maman biologique et voilà et nous, on avait très envie d'avoir un bébé donc tu es arrivée, comme ça. J'essaie de comprendre le mot «adopter». Et donc je repars, le lendemain à l'école et je vais voir mes copains et je dis, que je suis adoptée. Et donc tout le monde part un peu en courant dans la cour, ça devient un peu le jeu, comme «C'est toi le chat», «C'est toi qui es adopté» et en fait, personne comprend le mot, moi non plus. Je comprends que j'ai changé de pays. Parce que ma maman me montre les photos, dans les albums photos. Donc on me voit au Mali, on me voit dans les bras de nourrice, dans les bras du docteur et après on me voit à l'aéroport avec tous les bébés qui sont arrivés le même jour et ensuite, sur les photos, je me vois dans les bras de mon frère. Je vois mon frère qui revient vers mes parents. Il y a les premières photos avec mes parents et ça se passe comme ça. Donc c'est l'image que j'ai de l'adoption. J'étais au Mali
Et puis, j'ai pris l'avion, je suis arrivée en France et j'ai une chouette famille et voilà. Une fois par an, tous les enfants adoptés par Rayon de soleil se retrouvent et donc tout le monde, joue ensemble. C'est un peu, un film à la famille Benetton, générale, avec tous ces enfants adoptés et des pancartes, Rayon de soleil et c'est un peu, la vitrine de, regarder tous ces enfants heureux, qui ont été adoptés par des familles françaises. Ma mère, je l'imaginais un peu partout, à Paris parce qu'on a grandi en région parisienne, donc il y avait vraiment, tout comme culture, dans la rue et donc en me promenant, au supermarché, j'essayais d'imaginer est-ce que, c'est la dame là-bas, derrière le rayon, qui est en boubou? Moi, je l'imaginais, plutôt grande, très jolie, avec des vêtements, hyper, élégants et à d'autres moments, j'avais, cette certitude que ma mère était, morte en couches et que c'était pour ça qu'à 3 jours, j'avais déjà plus personne pour s'occuper de moi. C'est que ma mère était peut-être morte en accouchant et que n'ayant pas de solution, ou n'ayant pas trouvé une famille autour et ben, on m'avait, déposée à l'orphelinat. En 2001, mon père nous annonce, qu'il a une mutation et donc on va partir de Rueil-Malmaison pour le sud et donc on vient s'installer à Pau et moi j'ai, à peu près, 9 ans et le premier gros changement que je vois, c'est, au niveau de la mixité, culturelle. Donc je passe d'une classe où, il y a, on va dire, peut-être, 4 blancs sur 25 élèves à, je suis, la seule, fille noire de ma classe. C'est peut-être la première fois où je me rends compte vraiment, d'un décalage, au niveau de la couleur de peau avec, les autres enfants et que je commence à voir que les gens regardent un peu différemment. Dans ma famille, c'est assez drôle parce qu'on vient un peu tous de partout, je trouve. On est 3 à venir, du Mali. Ma mère est d'origine espagnole et donc une grosse partie de sa famille, habite en Espagne. Une de mes cousines s'est mariée avec un jeune homme, d'origine vietnamienne. Donc quand on fait des réunions de famille, c'est des moments où on peut tous en rigoler des préjugés que les gens peuvent avoir, sur nos cultures parce qu'on est tous un peu déracinés. Quand je suis adolescente, je refuse tout ce qui est en lien avec la culture africaine. Je m'inscris à de la danse orientale, je vais faire des cours de danse indienne, tous les Bollywood, je les regarde en boucle, C'est une manière, de me rattacher à une culture extra-européenne, mais qui n'est pas africaine. Quand je vois les cheveux, de mes copines, blanches, je les envie énormément. J'ai envie de pouvoir, faire des tresses qui soient droites, de pouvoir, faire des couettes, et des queues de cheval, que ça retombe, que ça bouge un peu dans le vent et quand je regarde la télé, je vois, les Destiny Child, je vois, Beyoncé avec des cheveux ultra lisses et je me dis, «Je veux ça». Quand je grandis, je découvre, l'expression, bounty. En fait, être un bounty, c'est être une personne, noire, mais qui a un comportement, en fait, de blanc et très vite, les adultes, en fait, m'ont renvoyée à cette image-là. Parce que je me considère française et quand on m'aborde dans la rue, souvent, des adultes, noirs viennent me voir, me parlent dans une langue, je comprends rien, donc je réponds, «Je comprends pas». La personne me demande: «Mais tu viens d'où?» «Ah, je suis née au Mali, mais j'habite, à Paris» ou «J'habite à Pau». «Mais tes parents, ils t'apprennent pas la langue?» «Non, parce que, mes parents, ils sont français, ils ont toujours vécu ici». «Oh là là, mais tu vas au pays au moins?» «Non, jamais, j'y suis allée, jamais allée», «Comment ça, tu es jamais allée au pays? Oh là là, mais tes parents, enfin, ils t'apprennent quoi comme culture?» Donc je suis tout le temps en train de me justifier face aux personnes africaines du fait que je n'ai aucune connaissance sur la culture africaine et je passe mon temps à me justifier auprès, des personnes, blanches et bah, de ma connaissance, de la culture africaine et c'est un aller-retour, permanent.
Je suis passionnée par l'Espagne. Ma mère a donc sa mère qui est espagnole et qui arrive en France en tant que réfugiée en 1936. Elle est toute petite et moi je suis extrêmement touchée par son histoire. C'est ma grand-mère, c'est une battante et c'est une survivante. On va régulièrement en Espagne à la maison de ma grand-mère. Donc, ma grand-mère habite en France, elle habite dans le Gers, mais on a gardé sa maison en Espagne et l'été, souvent, on y va. Et on retrouve ma cousine, mes oncles et tantes, donc ça fait une grosse famille là-bas aussi. Et quand on est ensemble, il y a pas de la couleur de peau là aussi ne se pose pas du tout. Et pour moi, c'est une fierté de pouvoir dire, je suis française et espagnole, plutôt que française et malienne. Et j'ai envie aussi d'apprendre l'espagnol parce que, forcément, j'ai plein de petits cousins là-bas et la barrière de la langue se fait quand même un peu ressentir. Et comme pour mes parents, les langues, ça a toujours été très important, les langues, l'ouverture d'esprit. Ils nous ont toujours incités à voyager et ils m'inscrivent en troisième pour que j'aille faire un trimestre dans un collège en Espagne. Mes parents me déposent en Espagne au mois d'août, donc avant la rentrée scolaire. J'y fais mon anniversaire, j'y fête mes 14 ans et je reste pendant 3 semaines toute seule dans le village de ma grand-mère avec la meilleure amie de ma mère qui habite là-bas et donc qui est enseignante dans le collège où je serai. À la rentrée des classes, en septembre, je me sens hyper bien. Alors déjà, évidemment, à 14 ans, quand on se retrouve sans les parents, largués dans un autre pays, c'est la liberté, donc c'est trop chouette. Et un de mes profs nous annonce en début, d'année que, chacun, en fait, peut choisir, le prénom qu'il souhaite, pour être appelé, dans la classe. Donc certains, vont choisir, leur surnom. Je choisis de me faire appeler Sanata parce que Sanata, c'est mon prénom de naissance. Il est sur ma carte d'identité, c'est celui avec lequel je suis arrivée en France et je décide qu'au lieu de m'appeler Émilie, ce sera Sanata. Je suis contente pendant ces 3 mois qu'on m'appelle, Sanata et en même temps, ça change pas grand-chose à ma vie. À la fin des 3 mois, on doit être en donc fin octobre et ma mère, vient me chercher parce que c'est la fin du trimestre et donc à un moment, il faut repartir, en France pour préparer le brevet et forcément, elle rencontre, tous, mes profs pour savoir comment ça s'est passé et le prof de maths, lui dit: «Ah mais Émilie, donc elle a choisi, de se faire appeler, Sanata dans ma classe». Je crois que ma mère a un peu souri, ça avait pas l'air, de l'énerver ou de la décevoir, pas du tout. Elle a une réaction plutôt, positive. Donc je ressens un peu un soulagement de me dire, «Toutes mes identités sont acceptées» et en même temps, on n'en rediscute pas vraiment après. Quand j'ai, 17 ans, une, loi passe, en Espagne qui propose aux descendants des réfugiés espagnols de reprendre, en fait, la nationalité que leurs, «ancêtres» entre guillemets ont perdue, en quittant le pays. Donc c'est une loi de récupération qui, laisse une fenêtre de, peut-être 8 mois de possibilité pour ses descendants de prendre la nationalité. Ma mère, la prend d'office. Elle obtient relativement vite, cette double nationalité et me propose, de la prendre aussi. Donc moi, je suis, hyper contente, j'ai des amis en Espagne, je projette d'y revenir. Pour moi, la moitié de la famille, elle est là-bas. Donc pour moi, c'est tout à fait cohérent et puis j'ai envie aussi que ma grand-mère puisse se dire que, malgré tout, ses petits-enfants sont espagnols, aussi. Au moment où je commence les démarches pour faire ces papiers, on m'apprend au consulat d'Espagne, de Pau que si je demande cette nationalité, cette double nationalité, en fait, je ne peux pas en cumuler 3. Donc ça veut dire que je j'abandonne toute possibilité de demander la nationalité malienne un jour.
Donc c'est soit je renonce à la française et je deviens, malienne espagnole, soit je deviens, franco-malienne, mais on le ménage à 3 n'est pas possible. Donc il faut en éliminer une et finalement, je réfléchis pas très longtemps. Pour moi, c'est une évidence, je serai espagnole et au moment où je signe les papiers pour le passeport, je sais que il y a un morceau de moi qui part et c'est cette possibilité d'un jour, avoir des papiers maliens. Je me dis: «Ça veut dire que si un jour tu voyages au Mali, bah, ce sera compliqué pour toi parce que tu arrives avec des papiers français et non pas maliens, que quand je donnerai des papiers français en arrivant au Mali, on me regardera comme, comme celle qui a renoncé à sa culture aussi». Et là, c'est du 100 Bounty et je me dis que je peux m'attendre aussi à des réactions un peu méprisantes, le jour où j'irai au Mali avec des papiers, uniquement français et non pas les 2. Donc au moment où je réussis à avoir la double nationalité espagnole, j'ai, 18 ans ou presque, puisqu'il fallait que je sois mineure pour faire, cette demande, c'était plus facile. Pendant des mois, de mes 17 ans à presque mes 18 ans, je fais, sur tous mes cahiers le même dessin. Encore et encore, c'est un peu un motif qui revient tout le temps, c'est, un S avec des ailes de papillon. C'est le S de Sanata et je décide à 18 ans, là encore, de braver mes parents et de me faire tatouer et je me fais tatouer dans le dos, ce S. Quand je fais, ce tatouage, c'est vrai que j'ai envie d'ancrer, une partie, de mon histoire et c'est pas la première fois, qu'elle ressurgit, on va dire, devant mes yeux. En remontant un peu le temps, en 2007, je regarde la télé et aux informations, je découvre, un peu avec horreur, le scandale de l'Arche de Zoé, qui était en charge de faire des adoptions vers la France et je découvre que ce scandale porte, sur des affaires de bébés volés, de familles qu'on aurait payées pour qu'ils donnent leurs enfants, pour qu'ils soient adoptés en France. À ce moment-là, je me dis, «Dieu merci, nous, au moins, on sait que notre dossier d'adoption, il est safe, il y a pas d'entourloupe, derrière» et je ressens beaucoup de tristesse pour, les enfants qui se sont retrouvés séparés de leur famille alors qu'ils avaient rien demandé. Quand je vois ce scandale à la télé, mes parents me répètent en boucle cette histoire un peu de cigogne, de bébé déposé et rien de plus. Et quelques mois plus tard, j'ai 15 ans, mes parents viennent me voir et me disent, «Voilà, tes frères, leur famille, biologique a envie de les rencontrer et donc ils vont la rencontrer d'abord sur Paris et puis ensuite, en fait, les choses s'enchaînent. Mon père et mes frères partent, au Mali rencontrer, la famille de mes frères et moi, personne me cherche et je ressens, en fait, un sentiment de solitude énorme à ce moment-là. Je ressens aussi un peu de colère parce que je me dis, on est sur des continents différents et donc leur famille a quand même réussi à se démener pour obtenir, un numéro de téléphone, peut-être une adresse et je me dis: «Mais moi, personne fait l'effort pour moi» et donc ça me conforte à nouveau dans cette idée de, «Ma mère est sans doute morte». À ce moment-là, je repose, des questions sur l'adoption à mes parents pour savoir, s'ils ont plus d'informations. Est-ce qu'elle est morte, pas morte? Comment je suis arrivée? Parce que cette histoire de cigogne, de bébé déposé, c'est je sens qu'à chaque fois qu'ils me le racontent, c'est exactement, les mêmes mots dans le même ordre, donc ça ressemble presque à un texte appris, en fait. Je comprends pas, j'ai besoin de plus d'infos, j'ai besoin de voir des choses. Donc je passe par plein de semaines, on va dire, de crises de larmes que je ne comprends pas, donc qui sont, en lien direct avec le départ, de mes frères au Mali. Le psychologue m'explique, que je n'ai pas fait le deuil de ma mère, que j'ai peut-être toujours pensé que j'avais digéré cette histoire, mais qu'a priori peut-être pas, qu'il faut que je fasse, des exercices de communication avec mes parents, qu'il faut qu'on en parle davantage. Donc juste après la séance, dans la voiture, je le réexplique à ma mère et en rentrant à la maison, elle me tend un passeport en me disant: «Tiens, voilà, quand tu es arrivé bébé, tu es arrivé à l'aéroport, avec, ce passeport».
Et là, c'est la colère parce que j'ai 15 ans. Ça fait, bon, peut-être pas 15 ans, mais ça fait bien 10 ans que j'essaye d'avoir des infos supplémentaires et on me sort un passeport, de nulle part là comme ça. C'est pas comme s'il était au fin fond d'un carton qu'on n'a jamais ouvert depuis le déménagement et je me dis: «Mais il y a combien de choses encore que j'ignore, en fait?» Mes frères vont passer, à peu près 3 semaines, au Mali avec mon père et quand ils reviennent, c'est compliqué. Moi, c'est un peu comme si je boudais parce que moi, j'ai rien et on en parle mais on me montre les photos, mon père, me montre, toutes les photos, on me présente tous leurs, frères, sœurs et mon frère Manu me montre, la photo de sa mère biologique, puisque tous les 2 sont demi-frères, donc ils ont le même père, mais pas les mêmes mères et Manu retrouve sa mère, mais pas Fred. Donc Manu me montre sa mère et je ressens une jalousie extrême parce que depuis toujours, quand je rencontre, les parents de mes amis, en fait, je cherche leur visage et de pouvoir dire, «Ah, tu les yeux de ton père» ou «Tu le voilà, le nez de ta mère», je trouve ça incroyable et donc quand je vois la photo de la mère de mon frère, tout de suite, je vois mon frère, en fait et je me dis: «Il a cette chance de pouvoir, poser un visage, en fait, sur ses propres traits» et c'est ce que je me souhaiterais un jour. Après ça, ils me disent que leur père, en fait, il s'en était mordu les doigts, qu'il avait énormément culpabilisé, que c'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. On dirait que c'était pas tout à fait volontaire cette, mise en adoption et ce qui met effectivement le doute, c'est que sur tous les enfants, il y en a que 2 qui ont été adoptés donc qu'est-ce qui s'est passé? On découvre aussi que, leurs dates de naissance sont pas, les dates de naissance qu'ils ont. Puisque leur père a conservé dans un petit carnet les dates de naissance de tous ses enfants et mon frère aîné, on découvre qu'en fait, il a 2 ans de plus. Donc c'est, des petites informations comme ça, il y a des choses un peu étranges, mais bon, on se dit: «Bah, en même temps, c'est l'administratif», enfin, il y a des pays où ça arrive, on va déclarer les enfants, quand on va à la ville et puis le reste du temps, bon, bah, on sait quel âge ils ont, mais voilà, on les déclare, quand on les déclare et c'est vrai que ces petites phrases, du père qui n'avait pas l'air d'avoir trop voulu les laisser partir, ou du moins qui pensait qu'ils allaient revenir, à un moment en tout cas, plus les dates de naissance, modifiées. Au départ, c'est des petites infos, on n'y fait pas trop attention, mais on les retient quand même un petit peu en se disant: «Oh bon, c'est étrange, mais bon, OK». Et ce que l'on comprend aussi quand ils reviennent, ce qu'ils me disent de la culture malienne, c'est que là-bas, on n'abandonne pas ses enfants. J'ai l'impression que Manu, s'éloigne de nous, qu'il a besoin de reconstruire son identité. Mais je ressens, ouais, que, cette famille qu'il a trouvée fait, beaucoup plus partie, en tout cas dans son cœur, de sa famille que ça ne peut l'être, pour d'autres enfants adoptés qui retrouvent, leur famille. On est en 2020, on vient de sortir d'un long confinement et début juin, comme ça fait longtemps que j'ai pas vu mes parents, je décide, d'aller les voir. Donc je fais un trajet en train pour passer le week-end avec eux, voir comment, ils vont, comment ils l'ont vécu. On mange ensemble, on passe un super, week-end. Le samedi, tranquille, on fait des choses. Le dimanche, aussi et le dimanche, midi, donc juste avant que je reprenne le train, on fait, le dernier repas à table. Ma mère me dit: Est-ce que tu veux des fruits? Ah et au fait, il y a un article qui est sorti, dans Le Monde, qui parle de l'association Rayons de Soleil. Visiblement, il y a 9 Maliens qui portent plainte, contre l'assaut et j'essaie de comprendre qui porte plainte, pourquoi ils portent plainte, quelles sont les charges et elle me dit: «Oui, mais alors, visiblement, il y a des problèmes avec leur dossier d'adoption, donc ils sont 9 à porter plainte». Donc elle me dit ça et je prends mon sac, je prends mon train, je sais à ce moment-là qu'il y a clairement 2 chemins qui s'offrent à moi, c'est ouvrir la boîte de Pandore ou rester, dans le recul que j'ai réussi à avoir
et continuer mon petit train de vie. J'en parle à mon compagnon et je lui dis, voilà, il y a 9 adoptés du Mali qui portent plainte. Visiblement, il y a eu des problèmes dans leur dossier. Je sais pas trop ce que ça sous-entend. Et donc, il me dit, mais t'imagines, enfin, peut-être que ton dossier aussi a un problème. Et je me dis: «Oui, c'est possible» parce que moi, j'ai pas d'infos. Mes parents sont bloqués sur l'histoire de: «On t'a déposé devant la porte, et tu été récupéré comme ça» et cette histoire, en fait, ne me suffit pas. Donc j'y repense toute la nuit et le lendemain, donc c'est le lundi, je pars, au travail. On est, à peu près fin juin. Il y a déjà plein de monde en vacances. Pas grand-chose à faire ce matin-là et je me dis: «Allez, OK, c'est parti, Google», et je commence à taper, juste 3 mots-clés, article, Le Monde, rayon de soleil, adopté Mali et là, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Je trouve donc un premier article, de Le Monde qui a été publié, le 8 juin, peut-être, 1 ou 2 semaines, avant le moment où je le lis. Là, il y a des mots-clés qui surgissent: stratagème, enfant volé, date falsifiée, et des dates aussi, entre 91 et 2001, des choses comme ça et je me dis: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?» et donc je comprends pas tout, c'est un peu la panique dans ma tête. En fait, je lis l'article hyper vite, mais sans comprendre tout ce que je lis et dans cet article, il parle d'un reportage qui a été fait par, TV5 Monde. Donc là, direct, je pars sur, YouTube. Je découvre en fait, des jeunes adultes qui ont demandé à voir leur dossier d'adoption parce qu'à un moment, ils avaient envie de renouer, avec leurs origines et qui se sont retrouvés avec, des choses falsifiées, des choses rayées, des traces de Tipex, des déclarations de consentement d'abandon, des choses comme ça, de la part de leurs parents biologiques et pour eux, c'est le début, d'un périple, en tout cas dans ce reportage. L'une des jeunes femmes, Marie, va au Mali, se rend à l'état civil avec son acte de naissance et donc elle arrive à l'état civil et donc le gars, commence à chercher par rapport à son nom. Il trouve rien. Sa date de naissance, ça correspond pas à la sienne. Il regarde par rapport au numéro d'acte et en fait, c'est un monsieur qui est né, mais alors, je crois 10 ans après, un truc comme ça et ils font venir, une autre personne, donc le responsable et le responsable dit: «Mais votre document, c'est un faux, madame». C'est à la fois le drame pour elle et je le vis en même temps et je me dis, «Oh là là, mais c'est quoi ces histoires?» Donc il y a OK, il y a des actes de naissance faux, sauf que nos adoptions, elles sont validées avec des actes, a priori du tribunal, qui sont basés sur ces actes de naissance. Donc en fait, où est-ce que ça triche et qui triche? Je finis cette vidéo, ce reportage, qui en tout dure 1 heure, qui s'intitule «Enquête de vérité» et je regarde encore d'autres vidéos sur YouTube et je tombe sur, la vidéo d'une jeune femme, youtubeuse qui, pareil, reparle de l'affaire et qui dit qu'il existe une association, donc de ces plaignants, mais pas uniquement, qui s'appelle La Voix des adoptés. Donc je la contacte, je lui dis: «Bonjour, moi je suis malienne, j'ai été adoptée, en telle année», donc clairement dans les dates problématiques et je voudrais rentrer en contact avec eux parce que j'ai besoin de savoir si je suis dans la même, situation et la première idée, en fait, qui me vient, c'est que j'ai envie d'aider les 9 plaignants. C'est plutôt de me dire: s'ils sont dans cette démarche, il va leur falloir, toutes les armes possibles pour se battre un peu, contre la machine judiciaire et je me dis: «OK, i si s'il y a des trucs à apporter, s'il faut, être plus, OK, moi j'y vais», plus pour eux que pour moi, en fait. C'était à ce moment-là, c'était plus ça l'idée et donc elle me donne le contact de Marie, donc qui a créé cet asso et je réalise que Marie, c'est le premier portrait, en fait, qui est présenté dans le documentaire Enquête de vérité. Donc c'est elle, qui a son acte de naissance faux et donc elle me donne le mail de Marie, on s'appelle et elle habite au Luxembourg et on s'appelle, je lui raconte un petit peu mon parcours, je lui dis que nous, on est 3 dans la famille et déjà elle me dit: 3, c'est bizarre parce que normalement, le rayon de soleil, les adoptions, c'est limité à 2 par famille». Donc déjà, je me dis: «OK, ça commence, on part bien» et je lui explique aussi que, mes frères, ils avaient, 5 et 7 ans à l'adoption, mais qu'au final, on s'est rendu compte après que, ils avaient pas tout à fait ces âges-là
Et elle me dit: «Oui, oui, mais ça fait partie des choses, qui sont reprochées à l'asso, c'est que pour rendre les enfants plus adoptables, on les rajeunit». Et donc là, je me dis: «Waouh, OK, on continue, c'est pas grave». Je prends des coups, on encaisse, on continue. Et elle me dit: «Mais comment vous avez eu, du coup, ces infos?» Et je lui explique qu'ils ont retrouvé en 2007 leur famille. Et là, elle me dit: «Mais ben, du coup, c'est pas bon, en fait, tout ça». Et elle m'explique que le texte de loi, de parentalité au Mali stipule clairement que l'adoption filière ne peut se faire que s'il n'y a aucun parent vivant. Donc il y a ces 2 adoptions. La filière, c'est, l'adoption, totale, on va dire, de l'enfant par la famille adoptante, et l'adoption protection, c'est plus comme un placement, dans une autre famille, mais avec un contact qui est préservé, en fait, entre la famille biologique et la famille adoptante. Et là, je comprends tout de suite le problème. Et pourquoi est-ce que les familles au Mali commencent aussi à porter plainte? C'est qu'au Mali, les familles, on leur a dit: «C'est une adoption protection, vos enfants, ils reviennent à la majorité, vous aurez des nouvelles régulièrement, peut-être qu'ils reviennent dans 5 ans, dans 10 ans. Au plus tard, à la majorité, ils reviennent». Et forcément, ça fait un truc à rebours où, les familles ont attendu 18-20 ans avant de se dire: «C'est pas normal, ils reviennent pas». Et en même temps, bah, les familles françaises, on leur a dit: «C'est une adoption totale». Elle me dit que si je souhaite, il y a un groupe WhatsApp dans lequel, sont présents, bah, la plupart des adoptés du Mali qui la contactent, donc adoptés aussi par Rayon de Soleil, et me propose de l'intégrer. Donc moi je dis oui, tout de suite. Et donc elle m'intègre dedans, donc je reçois l'invitation. Et donc son message, c'est: «Bonjour, je vous présente Émilie, elle rejoint le groupe, n'hésitez pas à vous présenter». Et là, c'est la pluie de messages, quasiment tous les personnes qui sont dans ce groupe WhatsApp me répondent, «Bonjour, moi je m'appelle untel, j'ai été adoptée à tel âge, je suis arrivée en telle année et j'habite, là». Je me retrouve un peu entourée de cette nuée de mots. C'est comme s'il y avait, en réalité, enfin, toutes ces personnes autour de moi en train de me parler, de me dire: «Bonjour, je m'appelle untel, je suis arrivée en telle année, je suis arrivée avec mon petit frère, je suis arrivée avec ma petite sœur, voilà, on habite à Bordeaux, on habite à Nantes, on habite à Paris, on habite en Espagne», et des gens de partout. Donc tout d'un coup, je me sens entourée et je sens que je suis plus toute seule. Et ça, c'est un sentiment assez, ouais, chaleureux. C'était comme un câlin collectif, en fait. Et ça m'a fait énormément de bien, de me dire: «Je suis pas toute seule». Et toutes ces personnes, on a des parcours hyper différents, mais on a ce truc en commun et on est tous là, en même temps, et on se soutient. Donc c'est un groupe WhatsApp où on peut essayer de retrouver des gens. Ça arrive que de temps en temps, quelqu'un dise: «Est-ce que vous connaissez, untel? Son prénom de naissance, c'est ça. Il a été adopté en telle année». On s'échange des photos aussi. Par exemple, moi, dans mes albums, de bébés, je retrouve des photos avec toutes les nourrices et d'autres bébés de l'orphelinat. J'envoie les photos en disant: «Ça se trouve, enfin, on est des jumeaux de pouponnière», donc pour voir si quelqu'un se reconnaît, bébé. Ça peut permettre aussi maintenant à des adultes de retrouver, les bébés dont ils se sont, occupés. Et on s'envoie aussi, quand il y en a un qui part, au Mali, donc il y en a d'autres qui lui disent: «Alors il faut que tu fasses un peu comme ça, tu peux aller visiter ça, tu peux faire, ceci». On s'aide aussi pour les démarches administratives. Est-ce qu'il faut demander le passeport ou la carte d'identité en premier? Est-ce qu'il faut faire des pots de vin ou pas? Ça, c'est une question qui revient aussi de temps en temps. Est-ce qu'en fait, on donne des sous pour réussir à avoir nos dossiers et des papiers véritables? Ou est-ce qu'on risque de se faire enfler, par des gens qui vont juste profiter de notre détresse? Là, je crois que c'est hier où j'ai vu passer, des cours pour apprendre le bambara, qui est, une des langues officielles du Mali. Donc c'est à la fois un groupe de parole où chacun, peut parler de son parcours ou juste se tenir au courant. En fait, c'est plus un groupe de: «Je sais que vous êtes là». Pour moi, c'est un peu ça. Et c'est vrai que quand certains écrivent, ça peut être difficile parce qu'on n'a pas eu tous les mêmes parcours. Autant moi, j'ai eu une chouette famille, j'ai une chouette enfance. J'ai pas de problème particulier à parler de l'adoption, mais pour d'autres, c'est vraiment des crises,
des crises identitaires et culturelles. Ça s'est pas forcément bien passé dans leur famille adoptante, donc certains font des dépressions, des tentatives de suicide, c'est très dur. Et donc quand on m'écrit, si je suis pas disponible émotionnellement, en fait, je réponds pas. Carrément, c'est un peu ça. Je reviens quand je peux, mais d'avoir d'emblée le récit d'une personne qui va me dire «Moi, c'était très dur l'adoption, ça s'est pas bien passé dans ma famille, je sors d'une dépression», et ben, c'est compliqué pour moi de gérer ces informations-là, parce qu'il faut déjà que je gère mon histoire, en fait. Donc mes parents, après avoir lu, en fait, tous ces articles, regardé les vidéos, tout ça, échangé avec Marie et intégré ce groupe WhatsApp, je les appelle pour leur dire, voilà, j'ai découvert cet asso, je m'en suis rapprochée, j'aimerais bien avoir mon dossier d'adoption pour vérifier, qu'il est clean et que tout va bien, et puis je pense qu'il est temps que je regarde quand même. Et s'il y a des choses qui sont problématiques, eh bien, ce sera peut-être l'occasion aussi, de me joindre à ceux qui sont dans des démarches, judiciaires. Mes parents me disent: «Oui, oui, mais tu sais, il y a pas de souci pour toi, toi, tu avais pas de parents, tu as été déposé, il y a pas de souci. On t'envoie le dossier, on te le scanne». OK. Bon, plusieurs jours passent, pas de nouvelles. Je finis par rappeler, redemander la même chose, et puis j'insiste parce qu'ils me l'ont pas envoyé et que je sens qu'ils le prennent, pas à la légère, mais que pour eux, il y a pas de problème et qu'ils comprennent pas pourquoi je me lance là-dedans, maintenant. Et ils me disent: «Mais non, il y a pas de souci», et je m'agace un peu, et donc je leur rappelle, ce témoignage que j'ai vu dans le documentaire, TV5 Monde, d'une jeune fille qui, en fait, avait déposé son bébé, à la pouponnière, et quand elle est revenue, son bébé avait été envoyé en adoption. Et donc je raconte ça à mon père, je lui dis: «Mais enfin, je pourrais très bien être cet enfant, en fait. Vous avez aucun document formel». Parce que je disais: «Si on m'a trouvée dans la rue, alors normalement, il devrait y avoir, par exemple, une enquête de la police qui atteste, tel jour à telle heure, telle personne a trouvé un bébé, on a cherché autour, il y avait rien, donc placement en adoption». Donc je me dis, enfin, c'est la parole de l'asso, en fait, contre celle de personne. Donc je sens que mon père, il est un peu au bord des larmes, qui me dit, «Mais tu sais, on t'aime, on vous aime tous les 3». Et je lui dis: «Mais c'est pas ça la question, en fait. La question, c'est pas de savoir si vous nous aimez ou pas, parce que c'est réciproque, c'est évident. La question, c'est juste qu'on a besoin de savoir la vérité. Donc j'ai besoin de ce dossier, donc je leur explique que je vais le demander, et je dis donc aux autres que je vais essayer de demander mon dossier, et tous me disent, «Oh là là, bon courage, ils m'ont promené, tu vas voir, ils veulent pas les donner, ça va être compliqué». Et je me dis: «Bah, OK, on va passer par les voies fortes» entre guillemets, et j'écris avec mon adresse professionnelle, qui est une adresse mairie de Bordeaux. Peut-être que j'aurai une réponse plus vite. Et là, ouais, je sens que je bataille, qu'ils me sortent des excuses de: «Oui, mais l'été, c'est compliqué, voilà, c'est les vacances». Derrière, c'est: «Oui, mais alors attendez, parce qu'avec le covid, machin», et donc je sens que, ouais, on va quand même être, ça va être long, et j'arrive à avoir un rendez-vous, pour le 10 septembre. Le 10 septembre, je fais un aller-retour, express, sur Paris juste pour ça, et j'ai rendez-vous, à 14 heures dans le 14e arrondissement, donc au siège, de l'association Rayon de Soleil. 13h-13h30, je me mets en face et je me place sur le banc qui est pile en face pendant, un peu plus d'une demi-heure, immobile là, comme ça, sur mon banc. Donc je vois à l'intérieur, il y a plein de gens qui sont, en réunion, et clairement, ils identifient très vite que je suis là pour ça, quoi. L'heure du rendez-vous arrive, je toque, on me fait rentrer. Moi, je me sens sereine parce que, j'ai pas vraiment d'attente. Mes parents m'ont relativement convaincue que mon dossier était vide, en fait, que par rapport à mes frères, je vais pas retrouver de nom de famille. Donc j'arrive en me disant:
Il y a rien à perdre, je risque de rien trouver. Donc je rentre dans le bureau du rendez-vous avec une dame qui se présente comme étant, psychologue. On s'assoit, le bureau, il fait, même pas 9 mètres carrés, donc on est presque genou à genou, avec une table au milieu et sur la table, je vois un dossier rouge énorme avec écrit, mon nom de famille et mon prénom et là, dans ma tête, c'est: «Oh les chameaux, mes parents, ils m'ont dit qu'il y avait rien dans le dossier» et je vois un truc, il est blindé quoi le dossier. Donc je me dis, «Allez, c'est parti». On échange, plusieurs banalités avec la psychologue, «Oh là là, le covid, oh là là, le confinement», voilà et «Vous êtes là depuis quand? Et vous allez prendre le train à quelle heure?» et dans ma tête, je me dis juste: «Abrège, ouvre», en fait. Moi, je j'ai pas le temps, et je comprends très vite, par contre, qu'elle ne partira pas. Je comprends que, elle va rester là tout le long, qu'elle ne me laissera pas seule avec mon dossier et moi qui venais, dans l'optique de: «Je viens récupérer mon dossier» parce que c'est ce que j'ai compris, je comprends surtout que je ne pourrai pas l'emmener, en fait. Donc elle m'explique, tout ce qu'il y a dans le dossier, comment est-ce que, je peux le consulter et que je peux faire aussi des photocopies de certaines feuilles, mais que je peux pas partir avec. Et donc je commence à lire et en fait, elle parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle me pose des questions: «Vous avez fait quoi comme études? Comment ça va avec vos frères? Ils font quoi dans la vie? Vous avez des enfants? Est-ce que vous faites quoi comme boulot?» et j'essaye de me concentrer sur le dossier que je lis parce que c'est quand même hyper personnel. Je découvre pourquoi est-ce que, mes parents n'ont pas pu avoir d'enfants. Je découvre toute l'enquête familiale, tout l'état d'esprit de mes parents, presque 30 ans avant. Et j'ai cette dame qui ne s'arrête pas de parler et à un moment, je me dis: «En fait, toutes les 2, on sait qu'il y a une plainte en cours et elle a besoin de savoir si je fais partie de la plainte, si, je viens dans l'optique de porter plainte derrière aussi». Et je me dis: «Là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de te déconcentrer comme ça, tu vois pas, les éléments qui pourraient être, bizarres dans le dossier». Donc il faut à la fois que je me dédouble, que je fasse, une conversation en donnant l'impression, que j'ai une vie particulièrement merveilleuse, que tout va bien, que je ne me pose aucune question sur l'adoption, que non, je cherche pas ma famille. Mentionner à aucun moment la plainte ou la découverte de quoi que ce soit, ni l'article, ni rien. Et en même temps, il faut que je lise attentivement et que je glane les informations et que je note les documents aussi, que je veux photocopier. Je lis beaucoup de choses, je lis, des lettres hyper touchantes, rédigées par ma mère. Il y en a presque 10 et c'est des lettres qui racontent comment est-ce que, je me suis intégrée, à ma nouvelle famille. Donc moi bébé, est-ce que je mange bien? Est-ce que j'ai été malade? Est-ce que je commence à marcher? Comment ça va avec mes frères? Tout ça. Donc j'en photocopie quelques-unes et à un moment, je tombe, sur les jugements du tribunal et donc je tombe sur, un acte de naissance et là, tout de suite, ça tique. Je lis: «Enfant né sexe masculin» et là, je me dis: «OK et ben, on est sur un premier document faux parce que super, mon acte de naissance, déjà, c'est même pas le bon sexe». Donc discrètement, ça veut dire que le document, il faut que je le mette dans la pile de ceux que je veux photocopier, mais sans relever à la psychologue que je vois une anomalie quelque part. Donc celui-là, je demande à ce qu'il soit photocopié au milieu, des lettres de ma mère et au milieu d'un document du tribunal qui demande, le placement en adoption. C'est là que je découvre que j'ai été a priori récupérée par la brigade des mœurs, mais sans aucun contexte. Est-ce que c'est un bébé trouvé effectivement sur un bas de porte? Est-ce que c'est un bébé qui a été pris à une personne? Quel est le contexte de l'enquête de la brigade des mœurs? Là, rien du tout. Donc bon, étrange et directement, en fait, ça me place en adoption, avec les avocats qui représentent mes parents et d'office, je suis, présentée comme l'enfant dite Sanata. J'ai pas de nom de famille, rien et ça juge donc que je m'appellerai Émilie, mon nom de famille et que je pars, pour la France, quoi. Et je trouve qu'il manque des choses, en fait, dans ce document parce qu'il y a pas l'enquête de police, il y a pas une déclaration de la brigade des mœurs, il y a pas. Après, je trouve des documents médicaux qui disent que je suis, en bonne santé, que j'ai pas été excisée, des choses comme ça.
Donc dans l'ensemble, je dirais que ça va, mais pour moi, il y a des manques. Et ce rendez-vous, il dure juste 1 heure et j'ai pas l'impression d'avoir réussi à tout arpenter dans ce dossier. Dans mon dossier, il y avait un certain nombre de lettres, écrites par ma maman pour, l'association et lorsque j'ai vu le reportage, Enquête de vérité, une des adoptées disait que sa mère aussi avait écrit des lettres, pour l'association, mais que ces lettres-là étaient, destinées à sa mère biologique, dans l'idée de les lui envoyer pour, couper petit à petit, le contact en disant, voilà, le fait qu'elle voit ces lettres, la mère biologique, elle arrêtera de poser des questions et puis, elle se détachera, tout naturellement. Et quand j'ai lu, ces lettres dans mon dossier, une des questions que je me suis posée, c'est: «À qui c'est destiné, en fait?» Parce que ça m'étonnerait que les nourrices, ça les intéresse tant que ça. On a été 324 enfants, donc c'est énorme et donc il y a un peu cette question, pourquoi ces lettres? Qui reste un peu en suspens. Je ressors de ce rendez-vous en étant un poil en colère et déçue. Pour moi, ils ont un devoir de vérité. Oui, je pense qu'il y a eu dans ces années-là, il y a eu, c'était à l'initiative sans doute de quelques personnes, de juste sortir des enfants de la misère, de leur offrir une meilleure vie. Oui, mais aux yeux de qui, en fait? Parce qu'on n'est pas là pour juger la culture des autres et estimer qu'ils seraient plus heureux en France parce que la culture française serait supérieure à la culture, malienne. Enfin, pour moi, c'est clairement ce que ça sous-entend et c'est ce que disait le mari de la responsable, de Rayons de soleil au Mali. Dans un interview, aux caméras cachées, donc il ne savait pas, il a dit: «Oh ça va, ces enfants, ils ont une chance extraordinaire. Enfin, vous connaissez pas la culture malienne, moi je connais un peu», c'est méprisant. C'est estimer en fait que les valeurs françaises, que la culture française est au-dessus, de l'amour que ses parents, ils avaient sans doute envie de donner à ses enfants et on n'est pas là pour choisir pour les autres. Pour mes parents adoptifs, j'ai beaucoup de compassion là, parce que je me dis, que quand mon père est revenu du Mali en 2007, je pense qu'il a déjà dû se dire qu'il y avait des petits accros du coup dans l'histoire. Peut-être qu'il les a pas vus, mais moi ce que je vois, c'est que mes frères, à partir du moment où ils avaient une famille vivante, au regard de la loi du Mali, n'aurait jamais dû être adopté en France avec une adoption, filiation. Et que pour mes parents, c'est sans doute très dur de se dire, ces 2 enfants-là, on les a entre guillemets «enlevés» à une famille qui voulait peut-être pas, les abandonner définitivement. Donc nous, il y a eu énormément de joie et tout de notre côté, mais du leur, ça veut dire que c'est autant de temps à se poser la question de: «Ils sont où? Quand est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont heureux?» Ma mère, biologique, j'y pense encore parfois. Je visualise toujours, une dame un peu floue, sans vraiment de visage et sans vraiment, de contours, clairs. Mais, je préfère toujours me dire, elle est sans doute morte et en même temps, quand je vois dans mon jugement brigade des mœurs, pour moi, brigade des mœurs, c'est prostitution, en fait et j'ai connu des enfants d'adoptés, enfants de prostituées. C'est très dur de se construire avec cette identité-là, de se dire: «Je suis enfant de passe», en fait et je préfère pas imaginer ça. En même temps, ça change rien à la personne que je suis, aujourd'hui mais mon identité, je l'ai construite sur un abandon et je préfère pas que ça change. Je me sens beaucoup plus en paix avec, mes origines, même avec les préjugés, des gens. Maintenant, je leur rentre dedans. Avant, je refusais tout ce qui était, en lien avec l'Afrique. Aujourd'hui, j'adore porter du wax. J'ai plus autant d'a priori aussi que je pouvais avoir, sur l'Afrique.
Et je pense qu'aujourd'hui, je suis relativement en paix avec moi-même. Ouais. Vous venez d'écouter Transfert épisode 157, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Réalisation, Victor Benamou. Montage, Aurélie Rodriguez et Victor Benamou. Montage final, Benjamin Septem-Ours. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.